Bonjour à tous, bienvenue sur le Calisthenics Science Podcast épisode 50. Aujourd'hui nous allons parler de pompe en handstand, de pompe en équilibre, de HSPU, de handstand push-ups. Donc beaucoup de dénominations pour désigner ces fameuses pompes en équilibre. Donc je pense que ça sera plus le terme commun en français et en anglais on va sans doute appeler ça plus souvent HSPU, handstand push-up. Et pour vous simplifier la vie, moi je vais l'appeler HSPU. Vous aurez peut-être remarqué que la qualité audio devrait être mieux sur ce podcast. Donc voilà, on upgrade un petit peu le setup et j'espère que ça sera plus agréable pour vous. C'était parfois peut-être une torture pour certains d'écouter avec une moins bonne qualité. Et donc voilà, on espère que ça vous plaira un petit peu plus. Voilà, j'espère aussi que je vais pas durer 1h30 pour parler de pompe en équilibre. Voilà, c'est un mouvement peut-être qui m'intéresse à titre personnel un peu moins que le front lever et que la planche. Donc ça risque d'être un peu moins long et peut-être il y a peut-être un peu moins de choses à dire. Quoique, il y a quand même beaucoup de choses aussi à aborder. Donc pour ce qui est de la HSPU, aujourd'hui nous allons parler, comme pour les autres podcasts, on va aborder d'abord la définition, les critères, c'est quoi une handstand push-ups, c'est quoi une handstand push-ups valide, stricte, on va dire qui répond à nos exigences, à nos satisfactions. On va regarder en parallèle de ça la technique, hein, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les progressions pour atteindre ce mouvement, une méthodologie et les guides, donc ça va aller de pair avec les progressions. Donc ok, il faut atteindre combien de pompes ou de pike push-ups ou de pompes au poids du corps avant de se lancer dans le mouvement, etc. Ensuite, nous allons parler d'exercices accessoires pour progresser en handstand push-ups et voir un petit exemple de programmation si c'est un objectif important et si c'est un objectif un peu moins important. Et ensuite, je vais peut-être vous parler aussi encore une fois de mon histoire sur ce mouvement, de mon expérience dans ce mouvement et ce que j'en pense aussi. Let's go, c'est parti, on va aborder le premier point, la définition, les critères de la handstand push-up. Et ensuite, on parlera des prérequis, parce que la dernière fois, je pense que je les ai abordés un petit peu tard. Donc au niveau de la handstand push-ups, la HSPU, donc c'est quoi une HSPU bien stricte, bien valide. C'est d'abord, dans un premier temps, c'est tenir un équilibre correct. Donc je pense que ce sera aussi le prérequis numéro 1 avant d'attaquer aussi le mouvement, ou en parallèle pour attaquer le mouvement. C'est de réussir à tenir son équilibre. Un équilibre correct, qu'est-ce que c'est? Je vous invite on n'a même pas fait de podcast sur le handstand en fait. Donc, on a fait un podcast tout entier avec Martin dessus, je pense. Martin Exilibre. Et on n'en a pas encore fait un spécialement dans ce format-là. Mais voilà, le handstand, en gros, je pense qu'on a fait quand même on a quand même beaucoup parlé aussi du handstand dans les podcasts. Mais le handstand, basiquement, c'est tenir un alignement, un équilibre en partant des mains, épaules, hanches et pieds. Donc voilà, tenir droit, on va dire. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on tient le handstand à un maintien assez constant, au moins 3 secondes. Et l'idée, c'est de l'avoir de manière assez régulière. Et de l'avoir de mieux en mieux activé, donc c'est-à-dire avoir les épaules bien au-dessus des mains, pas les épaules en avant, comme on pourrait l'avoir en calisthénie avec les épaules quand on tient un petit peu en force. Donc c'est pas une planche, c'est un handstand. Ensuite avoir le bassin au-dessus des épaules de nouveau. Donc vraiment si on regarde à chaque fois une ligne, elle doit se situer au-dessus. Hein, donc les alignements sur tous les mouvements en général sont très importants. Après si c'est mieux activé tant mieux. Hein, donc le bassin s'il est activé en rétro avec le nombril rentré et une bonne ligne c'est parfait. Puis une bonne tension dans les jambes, pas avoir les jambes cambrées en scorpion. Donc voilà, les jambes bien droites. Et donc à partir de ce moment-là, on tient un alignement. Donc à partir du moment où on tient un alignement, on a la position de base pour la handstand push-ups. Et ensuite, on va descendre. Ensuite, on va distinguer dans les handstand push-ups, la HSPU la plus commune, celle qu'on veut travailler, qui est plus belle, qui va avoir plus de transfert vers d'autres mouvements. Et je pense aussi qu'il y aura plus d'assurance si on devient assez fort dessus.
C'est une HSPU où on va avoir un angle oblique en bas, bien qu'on pourrait très bien faire beaucoup de HSPU verticales, et si c'est un critère qui vous satisfait, ben, vous pouvez aussi vous orienter là-dessus. Mais ici, on va d'abord définir la HSPU verticale, et on fera une petite parenthèse sur l'autre juste après. Donc là, au niveau de la HSPU, enfin verticale, la HSPU classique, donc voilà, on va essayer de descendre en fait en avançant les épaules vers l'avant, en gardant les coudes fixes et en laissant les hanches descendre, on va dire, au-dessus des coudes. Toujours, les hanches vont plus ou moins rester dans la même ligne et les jambes vont aller vers l'arrière, ce qui va faire qu'on aura un angle oblique et donc avec une sorte de position trépied, tripodale en bas, donc avec les mains toujours stables, les coudes au-dessus, les épaules en avant et le nez en avant. Et donc là, si ça nous fera une sorte de triangle au sol. Et, euh, et si le corps est bien activé, bien aligné, bon, on aura les hanches au-dessus des mains et voilà, un bel alignement. Donc souvent on verra des bananas HSPU, donc avec le dos cambré ou les hanches un peu en flexion, donc en pike. Et là c'est moins idéal, donc voilà, ça c'est à partir de ce moment-là, bah, on va dire qu'on a la position base de la HSPU. Au niveau de l'amplitude, hein, de manière stricte au sol, on essaiera d'avoir le nez qui touche le sol. Ça va standardiser les reps et ça va montrer qu'on a du contrôle et ça va être très intéressant dans le développement de la force. Voilà, certains seront ok à ne pas les avoir au sol, mais voilà, pour les critères assez stricts, je trouve que ça sera vraiment un point hyper important et ce dès le début d'atteindre cette amplitude nez au sol. Et après, bah, si on va aller un peu plus loin dans le mouvement et même pour le développement de la force, on essaiera d'aller en amplitude complète. Et donc, l'amplitude complète, ça sera avoir les épaules au niveau des mains, toujours en respectant la même position. Et ensuite, bah, remonter en essayant de conserver un peu cet alignement sans avoir trop de balancier, de momentum, de compensation, pour arriver en haut du mouvement. Et donc là, on pourra dire qu'on a réussi cette première HSPU. Et je pense qu'on pourrait se baser vraiment sur ça pour définir un peu la HSPU en tant que tel. Donc c'est un peu un squat avec le haut du corps, en étant bien aligné et bien strict, bien activé. Voilà pour la définition. Au niveau des muscles, on va dire clairement c'est un mouvement bah, voilà, de poussée qui va travailler principalement le deltoïde, les triceps qui sont quand même bien engagés aussi dans ce mouvement, deltoïde antérieur. Les pecs un peu moins, mais je pense que si on fait une HSPI on va dire un peu plus large, avec une prise un peu plus large et une position plus verticale aussi, parfois ça engagera peut-être un peu plus les pecs que les épaules, et le fait d'avancer les épaules vers l'avant, bah, ça va solliciter un peu plus le deltoïde antérieur. Et donc voilà, c'est un peu la différence. Et au niveau de la HSPU verticale, en petite parenthèse dessus, bah, ça serait une HSPU où on aurait les coudes un peu plus vers l'extérieur, où on resterait un peu plus vertical, donc on n'essaierait pas spécialement d'avancer les épaules, on plongerait un petit peu entre ses mains. Ça permettrait bah, de casser un peu l'amplitude, de réduire un peu le travail sur le delto antérieur, d'engager un peu plus les pecs, peut-être de compenser un peu plus, et donc ce format-là permettrait de faire plus de répétitions. Et maintenant, avoir un peu l'objectif final qu'on a sur ce mouvement-là. Bah voilà pour la définition de la HSPU. Au niveau voilà, des prérequis, des critères et finalement de notre objectif aussi, où est-ce qu'on se situe en HSPU. Voilà, je pense qu'à mon sens, c'est un mouvement un peu plus facile d'accès que certains mouvements, que la planche, ouais, c'est sûr ça. Il vient souvent un peu en goal numéro 1. Souvent, si on trace un peu une ligne du temps, une timeline, bah, on aura peut-être d'abord les tractions, les basiques à atteindre. Ensuite, ça sera peut-être muscle up, HSPU, back lever par exemple, sur un peu le premier point, même si la HSPU je la considérais quand même plus complexe que le muscle up et que le back. Et après, ben, on irait vers la planche, le front, vers le front et puis la planche, traction une main. Et voilà, ça c'est un peu sur la timeline. Donc c'est un bel objectif intermédiaire qui va pas mal vous préparer pour la planche.
Si c'est un de vos objectifs, on peut presque dire que c'est un prérequis, même si c'est complètement différent. C'est aussi un mouvement qui vient très naturellement chez les gens, je le trouve, la HSPU. On voit vite si quelqu'un va l'avoir facilement ou pas. Euh, si on est assez fort en poussée aussi, et l'équilibre aussi, ça devient très très individuel et ça peut demander beaucoup de temps comme pas beaucoup de temps. Et puis en fonction de la forme, ça peut être assez naturel. Ça, on pourra en reparler aussi sur la fin du podcast. Pour ce qui est de la handstand push-up, au niveau des prérequis, bah voilà, il faut un minimum de poussée, hein, on va dire. Il faut, voilà, si on arrive à maîtriser, bah déjà le handstand, comme je l'ai dit plus tôt, ça c'est clairement le premier essentiel. Souvent on recommande d'avoir, on va dire, une constance dans ce handstand. C'est pas forcément avoir un handstand de 1 minute ou un handstand méga aligné. L'idée c'est juste d'avoir un handstand assez régulier pour pas faire trop d'erreurs aussi pendant la HSPU, pendant qu'on remonte, pendant qu'on essaie de contrôler après, de faire des séries quand même de qualité pendant ces séances, si on s'entraîne avec ce mouvement. Parce qu'à la fin, voilà, ça va être un exercice en soi et ce sera soit de la finalité d'être super fort en HSPU, de réussir des full ROM, des 90 degrés, plein de reps, ou alors de l'utiliser comme mouvement pour développer son delto au poids du corps à l'aide d'une assistance ou en libre, ou juste parce que c'est cool. Voilà pour la HSPU, enfin j'arrête pas de dire voilà pour la HSPU. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Au niveau des prérequis, donc voilà, tenir vraiment son handstand important, et ensuite au niveau de la force de base, voilà, un minimum de pompes, hein, peut-être atteindre au minimum 5-10 pompes avant de pouvoir envisager la pike push-ups. Et à partir de ce moment-là, on peut travailler la pike push-ups directement. Donc en fait, on peut attaquer presque le mouvement dès le début, parce que la pike push-ups pourrait être implémentée dès le début, et dès le début, on pourrait utiliser soit de la pike push-ups, soit du développé militaire aux haltères. Et donc on pourrait dire que dès le début, on peut se lancer dans la handstand push-ups. Et finalement, ça c'est vrai. C'est vraiment un truc que j'envisage directement avec quelqu'un qui commence le sport, ou la calcénie qui a des objectifs quand même là-dedans. Mais donc voilà, dès qu'on va travailler sa poussée verticale, on peut dire qu'on se dirige là-dessus. Maintenant, voilà, si on veut aborder vraiment le mouvement de manière spécifique, bah voilà, il faut d'abord tenir le handstand, et puis ensuite il faudra atteindre certaines progressions. Mais voilà, dès qu'on a, on va dire, 5 à 10 pompes, on peut commencer à envisager la pike push-up. Et à partir de ce moment-là, si on a atteint en général 5 pike push-ups en amplitude complète, ça peut être presque suffisant en termes de force pour débloquer sa première handstand push-ups en libre, bien strict. Et ensuite, on verra la méthodologie par après. C'est parti, nous attaquons la technique dans ce point-ci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut bien réaliser pendant la HSPU. De nouveau, comme pour les autres mouvements, je vous invite à aller voir les tutos sur la chaîne magnifique de 012 Workout, donc le HSPU mini guide. Et je crois que j'ai fait un beau tuto sur la programmation en HSPU aussi. Donc ça va être un super bon support. Je pense que je l'ai très bien détaillé par rapport aux autres. Ou sur la technique aussi. Ouais, je pense que j'ai fait les deux. Donc il y a des très bons tutos sur ma chaîne en HSPU, en handstand aussi, sur celle de Morgan aussi. Donc plein de tips pour ça. Au niveau de la technicité. Maintenant on va quand même aborder certains points dans ce podcast. Donc concernant l'alignement, on a tout dit. Voilà, l'idée c'est quand même de conserver cette tension au niveau du dentelé, donc avoir les pecs assez rentrés, avoir les fesses et les abdos bien engagés, et que ce soit pendant la descente. Donc au niveau de la technique, on va faire point par point. Au niveau du regard, principalement, on va toujours essayer de garder un point fixe. Donc ce qui sera difficile en HSPU, c'est que le regard va quand même devoir switcher un petit peu, parce qu'on va devoir descendre. Donc au début, on va regarder vraiment entre ses mains, et ensuite pendant la descente, le regard va quand même avancer. Donc ça sera parfois intéressant d'avoir 2 repères visuels pendant qu'on descend. Donc ça sera le repère où on tient l'équilibre en handstand, et ensuite le repère où notre nez va arriver. Et parfois ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des tapis par exemple, et fixer soit une ligne ou un point fixe, ou alors
vous le faites pendant votre séance. Pendant votre séance même, vous avez un petit point blanc sur un tapis par exemple et vous essayez de le fixer. Bon, c'est ce que je fais à titre personnel. Parce que vraiment, une fois que le regard est fixé, parfois ça peut être aussi le game changer dans votre réussite ou non de ce mouvement. Donc ça va être très important. Et voilà, ça va vous servir aussi dès le début sur les pike push-ups. Mais sur les pike push-ups, au niveau du regard, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a vraiment une tendance naturelle à vouloir rentrer la tête, on va dire. Et parce que c'est moins confortable sur la pike push-ups de la garder en extension. Et donc naturellement, on a souvent tendance à la rentrer vers l'intérieur, surtout quand l'effort devient plus difficile. Et là, ça va être le challenge de la pike push-ups pour le regard. Mais après, ça aura moins d'importance vu que la composante d'équilibre est pas présente. Donc la limite, voilà, ça sera un peu moins important. Mais voilà, il faudra quand même regarder le sol pour aller toucher justement le nez au sol. Donc ça, c'est pour le regard principalement. Au niveau de la prise, donc au niveau des mains, ben voilà, être bien ancré dans le sol, avoir les doigts légèrement en flexion, là, comme on peut voir en handstand, donc d'être bien ancré, d'avoir, on va dire, le centre de gravité au milieu de la main. Donc c'est un peu comme le squat, on essaye de ne pas l'avoir trop en avant et pas trop en arrière, bah sinon on part en suréquilibre ou en sous-équilibre. Au niveau de la largeur, en général, on sera toujours un peu plus fort avec une prise un peu plus large que celle pour un handstand parfait ou un handstand hyper bien aligné, donc on sera quand même un peu plus fort en ayant une prise plus large. Donc maintenant, il ne faut pas exagérer non plus, ça dépend un peu de la mobilité de la personne et de ses critères aussi. C'est vrai que naturellement, quand on fait le mouvement et qu'on laisse quelqu'un choisir, bah, ça va être un peu plus large, puis ça va augmenter un peu l'assurance et tout, donc ça va être très individuel, mais on va pas se diriger vers un handstand de balancer, vers le one arm handstand, où là justement on va essayer de travailler sur avoir un handstand de plus en plus fermé. Pour la HSPU, je pense que pour exprimer le maximum de sa force et engager, on va dire, le maximum de sa musculature, on va choisir une prise un peu plus large que celle qu'on aurait tendance à choisir pour un handstand et légèrement plus large que les épaules, quoi. Au niveau des mains, on peut parfois aussi les orienter un peu plus vers l'extérieur ou pas. Je trouve que vers l'extérieur c'est plus utile vers la presse quand on a plus d'objectifs de press to handstand, et vers l'intérieur, enfin en prise normale on va dire, prise standard. Je pense que pour la HSPU c'est ce qui va assurer aussi plus de réussite et d'équilibre. Donc finalement on ne va pas trop se prendre la tête pour l'orientation des mains. Il va falloir choisir celle avec laquelle on a le plus de réussite, de constance sur le mouvement. Au niveau des coudes, bah voilà, ça va être très important de les garder fixes. Donc l'erreur souvent quand on commence, c'est de les avoir vers l'intérieur, donc les coudes qui partent vers l'arrière. Donc ça c'est pas génial parce que du coup on va avoir le nez qui va plonger entre les épaules, ou alors on va engager beaucoup plus son triceps, ça va faire une petite diamond de HSPU. Et voilà, le mouvement va pas ressembler à grand chose en général quand on a les coudes qui partent vers l'arrière. Parfois, souvent c'est une compensation par manque de force ou par manque de technique. Ensuite, il y a les coudes qui partent vers l'extérieur. Ça, c'est aussi pour ce qui va aussi faire qu'on a une trajectoire plus verticale, qu'on va avancer moins les épaules, le nez, et qui va faire qu'on engage un peu plus les pectoraux, peut-être un peu moins les triceps. Et c'est aussi une mauvaise compensation, et on va aussi perdre beaucoup l'omoplate quand on fait ça. Donc souvent quand les coudes partent vers l'extérieur, on a tendance à, on va dire, s'écraser, à perdre un peu ses scapulas, son dentelé et son contrôle dans le mouvement. Donc ça va être très important d'avoir les coudes, on va dire, fixes. Et puis l'erreur inverse, ça sera de les avoir qui avancent un petit peu. Et donc ça arrive quand on avance trop les épaules. Donc là quand on lean un petit peu trop, et donc là on perd un peu trop de force, on va dire, d'efficience dans le mouvement, de rendement. On perd un peu de tension aussi. Et ça arrive plus souvent quand on fait par exemple des pike push-ups en amplitude complète. Donc là il faut être assez vigilant. Ça peut arriver légèrement si on a plus le travail de delto ou de force, mais dès qu'on attaque le mouvement en libre, on va sentir que dès que les coudes avancent un peu trop, c'est qu'on ligne trop et qu'on perd un peu de force. Donc voilà, ça va être important d'aussi lutter là-dessus. Au niveau des épaules, on va essayer de les avoir toujours alignées, bien rentrées en haut. On va dire qu'on les a en élévation handstand, et ensuite quand on va faire la handstand push-ups, par contre là on va perdre un peu cette élévation là
On va essayer quand même de plus se concentrer sur l'omoplate, mais l'épaule va bouger naturellement, elle va se remettre en position neutre. Euh, naturellement, et finalement on va pas trop y penser, on va surtout penser à l'avancée pour aller chercher le nez au sol. Voilà, certains auront plus tendance à penser à les avancer dès le début. On va dire ils vont peut-être avoir un petit lean vers une presse ou une planche en ayant les bras qui sont presque tendus. Et d'autres vont plutôt se pencher un peu vers la flexion de coude, de bras avant. Ça va être un peu comme un squat si on a soit de la stratégie de tirer les hanches en arrière pour amorcer le mouvement ou d'avancer les genoux. Ça sera un peu la même chose avec les épaules finalement. C'est pour ça qu'on peut vraiment comparer les deux mouvements et c'est ça qui est intéressant. Voilà, finalement les épaules ça va être naturellement et ce qui va être très important c'est quand on va pousser, c'est de savoir les rentrer assez vite et pas les laisser traîner trop en avant. Ça c'est une bonne cue qui est importante. Parfois on voit les gens qui ont les épaules qui restent un peu en avant et du coup ils partent en suréquilibre et où ça rend le mouvement plus hard. Tandis que si on le rentre un peu en arrière, on arrive à être plus facilement dans son axe, à recompter un peu plus sur ses muscles et sa force et à repousser de manière plus rentable. Donc ça c'est pour les épaules. Au niveau on va dire des pecs et de la scapula, voilà, je pense qu'on peut facilement voir beaucoup de HSPU banane et pour lutter à ça et avoir une scène push-ups un peu plus stricte à la Sea Monster, je sais pas si vous voyez, donc lui il est très protracté, on voit souvent les bons plancheurs en général, ils arrivent à transférer un peu cette activation là dans la HSPU, sauf que le faire de manière on va dire exagérée, ça va rendre le mouvement beaucoup plus difficile que de raison. Donc idéalement c'est bien de garder une position plus neutre on va dire. Mais souvent le fait d'y penser en fait, de penser à avoir les pecs rentrés, les omoplates un peu plus écartées, ça va faire qu'on sera on va conserver un peu plus cette tension et parfois quand on la perd, on s'écrase et on rate la HSPU. Tandis que si on la contrôle, même si ça demande peut-être un peu plus de force un peu plus de force on va dire, et que ça a tendance à générer moins de compensation, ça va rendre le mouvement ça va rendre le mouvement plus difficile, mais vous allez peut-être le réussir mieux. Donc voilà, c'est quand même important d'essayer de contrôler ça. Et en fait, ouais, je pense que finalement, ça va vous donner un peu plus de contrôle dans le mouvement, tandis que quand l'omoplate est un peu trop libre, c'est un peu plus dur. Donc c'est parfois bien de la fixer, on va dire. C'est plus ce terme-là qu'on utiliserait, fixer sa scapula. Au niveau des abdos, voilà, ça c'est extrêmement important. En fait, à la fois dans votre alignement dès le départ, et à la fois dans le fait de rester aligné en bas. Et une des erreurs qu'on voit trop souvent, et que j'ai fait le premier pendant des années, et que la compensation classique, c'est d'oublier un peu ça, et soit parce qu'on n'est pas assez fort dans les épaules, alors on cambre et on fait une HSPI en banane, ou alors parce qu'on a une moins bonne conscience technique et qu'on veut compenser, et donc soit on va soit utiliser la stratégie de banane, donc on reste un peu en banane, on s'écrase, on s'arque, donc on a les jambes trop verticales et on va dire qu'on a le tronc qui est incliné mais les jambes verticales. Ou alors parfois c'est plutôt l'inverse aussi, on a une stratégie plus de flexion de hanche, ça sera le tronc qui sera un peu plus vertical et les hanches un peu plus en flexion. Et souvent ce qui va se passer c'est quand on sera en bas, on va faire un pied fouetté. Et ça va créer du momentum, ce qui va vous aider peut-être à monter, mais ce qui va créer beaucoup de déséquilibre. Et ce qui sera très moche, ce qui sera moins beau. Et ouais, donc ça c'est plus pour les hanches. Et au niveau des. Et donc voilà, vraiment la synergie fesse-abdos va être très puissante pour contrer ça. Souvent j'aime bien faire penser que de mettre 80 voire 100% de focus dans ce mouvement-là. Souvent quelqu'un qui est assez fort finalement il n'aura pas trop besoin de penser aux épaules, aux coudes, aux omoplates, ça va venir naturellement, mais il aura vraiment besoin de penser à cet alignement vertical et oblique en bas. Et donc vraiment si on se concentre à 1000% sur ces abdos fesses, ça va corriger le problème et si on les conserve et encore plus sur la montée, donc il faudra y penser encore plus sur la montée. Et c'est pour ça que souvent l'excentrique sera plus facile parce qu'on va pouvoir se concentrer un peu plus sur ce mouvement-là et qui sera très intéressant pour pouvoir apprendre à se concentrer justement sur ces deux activations.
Ensuite, voilà, il faudra les conserver sur la montée et puis tenir l'équilibre en haut. Et au niveau des quadris, voilà, ils vont être quand même bien en tension, bien serrer les adducteurs. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui sont toujours un petit peu décalées. J'ai un client, Thomas, il était souvent comme ça, avec ses jambes un peu décalées. Et donc naturellement, il avait toujours envie de donner un coup d'une de ses jambes et pas de l'autre. C'était assez spécial, mais finalement on a quand même aussi cliné tout ça. Et puis ouais, voilà, pointe des pieds tendus, etc. Ça, on s'en fout, on fait du calisthénie, du street. Donc voilà pour la technique. On a plus ou moins abordé ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc pour aborder ces points, ça va être important de travailler avec les progressions qu'on maîtrise. Donc progression de base, on les verra juste après. Et souvent, quand on fait l'inverse de ces points, c'est que la progression est trop intense. Et voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester trop vertical, sauf si c'est votre goal en HSPU. C'est d'être banane, en pike, d'avoir les coudes qui bougent, d'utiliser du momentum, d'avoir le bas du dos qui est cambré. Donc voilà, ça revient un peu dans ces points-là. D'avoir les jambes un peu pas mal serrées, on va dire. Et de ne pas regarder au bon endroit. Finalement, vous allez vite vous en rendre compte, parce que quand vous faites mal l'exercice en général en HSPU, ça pardonne pas et on le rate, et puis on emmagasine un défaut et on le répète sur le long terme, et puis on est dans une série d'échecs. C'est vrai que c'est un mouvement un peu plus particulier que le reste, parce que voilà, là, c'est souvent du tout ou rien, quoi. C'est du all-in, c'est on réussit pas. Et finalement, le but, si on veut travailler avec à l'entraînement, ça sera d'avoir une bonne assurance. Et si on veut travailler avec, et si on veut juste réussir le mouvement une fois, voilà, ça sera plein d'essais-erreurs et finalement ça sera un peu moins pertinent. Mais voilà, le but c'est, même si on veut l'apprendre et réussir une fois, il faut quand même réussir ce qu'on maîtrise pour pouvoir construire sa force, et pas chercher toujours à l'exprimer, et puis finalement c'est ce qui va vous permettre de réussir le move. Donc voilà, on va voir ça, comment est-ce qu'on peut le travailler grâce à certaines progressions ou régressions, hein, comme pour tout. Et donc voilà, la première progression, comme je l'ai dit et je peux le répéter, ce sera le handstand. Pour apprendre son handstand, il y a toujours le ventre au mur, les shifts, les scissor shifts, les kick-up, l'équilibre, et ensuite on tient. Et pour construire sa force, première progression, ce sera la pike push-up. Et pour aborder la pike push-ups, ça sera important de commencer éventuellement de manière standard et qui est pertinente. Parce que souvent le fait de le faire au sol directement, ça va être compliqué en termes de tracking, ça va être dur en termes de mobilité aussi. La plupart des gens n'auront pas la flexion de hanche suffisante ou la mobilité dans les ischios pour être bien en pike, on va dire, bien comprendre le mouvement, et puis c'est parfois plus intense aussi. Donc souvent moi j'aime l'apprendre directement sur une petite box de 30-60 cm avec les genoux dessus, et ça va vraiment permettre aussi de scaler un peu l'intensité, parce que si on met les mains très proches, on sera très vertical et parfois un peu trop dur, et si on les met un peu plus loin, on sera un peu trop en pompe et peut-être un peu plus facile. Donc on va trouver un peu le compromis entre les deux pour la personne, et à partir de ce moment-là, on aura les coudes verticaux et on va pouvoir avancer le nez au sol. On a le nez qui avance au sol, on réussit sa box pike push-ups, et on respecte toujours les critères de la HSPU. Et grâce à cette progression, on va pouvoir appliquer tous les bons tips, les bonnes activations de la handstand push-ups. Donc on va pouvoir rester fermé, on va pouvoir avoir les coudes fixes, on va pouvoir avoir le nez au sol, la bonne amplitude, qui sera souvent problématique pour beaucoup. On aura le bassin bien fixe, on aura cet alignement vertical et oblique. Enfin, peut-être au début, ça sera peut-être une position plus chien tête en bas, puis verticale. Une fois qu'on a réussi la box pike push-ups, en général, voilà, on va pouvoir monter quand même haut en rep, parce que le but aussi dans un premier temps, comme pour beaucoup d'autres mouvements, ça va être de construire le muscle, donc de construire les prime movers pour le mouvement. Donc on va devoir réussir à avoir beaucoup de delto, du triceps, des pecs, de la poussée, quoi. Et soit on utilise la box pike push-ups, et on peut utiliser peut-être toute une série d'exercices de développé vertical qu'on pourra voir juste après. Après la pike push-ups en boxe, on va pouvoir tendre les jambes, donc toujours en amplitude partielle en touchant le nez au sol. Pour les jambes tendues, voilà, ça va être assez difficile à standardiser, il faudra essayer d'avoir
les jambes toujours tendues. Voilà, certains ont quand même beaucoup de restrictions au niveau mobilité avec ça, donc parfois il faut être un peu plus indulgent. Et après, ce qui est intéressant sur la boxe, c'est d'avoir un repère standard. Et donc, d'avoir pas, que ça glisse pas trop spécialement, de ne pas avoir les pieds qui bougent. Donc, souvent, ce qui est intéressant, c'est de les mettre par exemple sur le bord de la boxe. Donc, on est sur le bord de la boxe et puis on vient respecter aussi le même mouvement. Ça va demander peut-être un peu plus de mobilité aussi en termes d'épaule, de flexion d'épaule. Et ça va peut-être aussi être un des gros manquements à votre alignement, etc. Donc, si vous manquez de mobilité, soyez sûr de la travailler en parallèle, hein, ça va être très important. Pour améliorer aussi votre handstand et votre force, vous pouvez aussi la construire, hein, c'est pas ça qui va vous rendre plus raide. Je pense qu'on sera jamais trop fort en poussée verticale, donc voilà, même les pike push-ups, il y a moyen de les complexifier presque à l'infini, et les autres progressions ultérieures aussi. Après celle-ci, on va attaquer une progression extrêmement intéressante, ce sera la pike push-ups en amplitude complète, donc on va pouvoir opter sur le même critère que la pike push-ups au sol, mais avec sur box, mais avec barre parallèle, et ce qui va nous permettre de descendre les épaules au niveau des mains. Et là, il faudra faire attention à ne pas trop avancer les coudes, ce qui arrive souvent, ou les reculer parce que l'intensité sera plus importante. Donc là, la transition est quand même assez drastique entre celle au sol et l'amplitude complète. Donc ça parfois demande un peu plus de temps pour la construire. Parfois l'amplitude complète, c'est vraiment une progression qui va aussi demander beaucoup de temps entre réussir 1 et 5 reps. Donc là, il va falloir utiliser, on va dire, cette progression-là comme technique. Parfois même les progressions plus faciles, on va l'utiliser comme technique. On va choisir peut-être un autre exercice plus scalable pour mesurer, augmenter sa force, comme des haltères ou du vélo militaire par exemple. Et vos progressions ici que je cite et que j'explique seront utilisées comme partie technique. Comme une tuck planche serait utile pour la planche, et voilà par exemple. Ensuite, on a l'amplitude complète, et finalement on va pouvoir attaquer le mur. Et parfois on peut aussi l'attaquer en parallèle, hein. Donc le mur, on va travailler sur soit on va attaquer la ventre au mur ou la dos au mur, et pour bien réaliser ces mouvements-là, on va aussi devoir respecter les critères, hein. Donc quand on est ventre au mur, être bien aligné en haut. Là peut-être qu'on aura les mains un peu plus loin du mur qu'un handstand classique, et c'est là qu'on va pouvoir vraiment se concentrer qu'on va pouvoir vraiment observer un peu cette largeur d'épaule qui change par rapport à ce qu'on peut faire en ventre au mur standard, de manière normale. Et au moins ça va vous forcer à avoir les coudes bien fixes en général, donc à ne pas s'écraser. Donc il faut aussi utiliser un mur qui glisse bien, ça va être très important, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile à mettre en place, parce qu'il faut vraiment un mur qui glisse bien avec des chaussettes, et souvent quand on commence à marcher sur le mur, c'est mauvais signe, c'est soit qu'on pense trop, ou que le mur glisse pas assez bien. Et ventre mur va vous apprendre à mettre beaucoup de tension, parce que si on perd la tension, on glisse mal aussi. Donc vraiment mettre la bonne tension fesses-hanches, ça va vous permettre de bien glisser et de monter. Après, la difficulté en ventre mur est quand même très énorme, elle est quand même assez grande. Donc parfois elle est presque du même niveau qu'au sol. Donc a priori, si on arrive à faire une HSPU ventre mur, on aurait presque la force suffisante pour le faire au sol. Et donc c'est aussi un bon indicateur pour vous montrer que vous êtes prêt éventuellement à le travailler en libre. Et il y a aussi l'autre option de le faire dos au mur, qui est parfois plus facile si on compense. C'est de le faire avec une jambe qui tient le mur et l'autre qui va rester dans l'alignement, à la manière d'un Advanced One Leg Front Lever. Donc on essaie de conserver un peu cet alignement, ça va vous permettre de bien activer une partie du corps, de respecter un peu l'angle. Et si on veut compenser, là on a un peu plus de marge d'erreur que la ventre au mur. Parce que la ventre au mur, quand on compense, on va souvent plus compenser au niveau des omoplates ou du dos. Ou des coudes. Donc ça va quand même un peu déformer le mouvement, l'équilibre. Tandis que dans la back to wall, si on compense, ça sera plus au niveau des hanches ou lombaires que le haut du corps ou du momentum, et donc c'est un peu moins grave si on a un peu moins de critères sur notre première HSPU, on va dire.
Ça, c'est peut-être à la petite parenthèse, même si idéalement on essaie de pas compenser et de respecter toujours les critères. Et si on veut les respecter, c'est nickel parce que ça va nous permettre d'avoir vraiment cette bonne alignement, cette bonne inclinaison aussi qu'on va pouvoir avoir deux au mur. Et, et on peut presque sentir qu'on quitte la jambe en bas aussi. Et finalement, il y a très très peu d'assistance aussi. Tandis que ventre au mur, quand on est en bas, si on enlève le mur, en général, on risque de tomber. Tandis que dos au mur, si on enlève le mur, on pourrait se dire presque qu'on le tient sans. C'est ça qui est intéressant. Et après, on va attaquer les autres progressions. Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on est assez constant en handstand, on va pouvoir attaquer et qu'on est assez fort grâce au mur ou au pike push-up sur l'amplitude complète. On va pouvoir attaquer les excentriques, les négatives. Et donc là, ça va être très important. Donc, on kick up, on tient son handstand, on descend en quelques secondes. Si possible, on essaie de faire une pause en bas. Et si pas possible, on descend. La descente, il va falloir la maîtriser pas mal de secondes et ensuite on va pouvoir attaquer la HSPU en libre et puis par la suite en amplitude complète. Donc voilà pour les progressions, voilà, j'ai pas mal détaillé la technique dessus et maintenant on va parler un peu du schéma classique de progression. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut maîtriser comme nombre de reps ou de secondes avant d'attaquer les progressions d'après. Pour la box pike push-ups, voilà, on peut monter quand même à pas mal de reps. Ensuite, pour la pike push-ups, avant d'attaquer l'amplitude complète, je pense qu'il faut maîtriser au moins 5-6 reps au sol, en amplitude, en touchant le nez au sol. Excusez-moi, j'ai un petit rhume là. Donc, avant d'attaquer l'amplitude complète, une fois qu'on a l'amplitude complète, donc ouais, par exemple, on va essayer d'avoir 5-6 reps d'amplitude partielle au sol. Et puis on va pouvoir peut-être être capable de réaliser 1 à 2, 3 reps d'amplitude partielle. Et voilà, l'idée ça va être de construire sa force, d'utiliser autant technique en faisant que des 2-3 séries, 2-3-4 séries de pas beaucoup de reps, construire sa force avec d'autres exercices, construire sa masse. Pour tout ça, parfois ces étapes-là elles vont être très 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 longues. Ça dépend vraiment des gens, parfois ça va venir très naturellement, parfois il y en a ils ont déjà la force pour faire des amplitudes complètes directement. La mobilité aussi, qui vont déjà maîtriser même presque les progressions au mur ou déjà tenir leur handstand, donc ça va être pas mal challengeant. Et parfois ça va être aussi justement le contraire inverse, qui vont être très très forts, mais le handstand va vraiment poser problème. Et donc voilà, l'idée ça va toujours essayer de pratiquer cette force et de construire son handstand. Donc une fois qu'on a les pike push-ups en amplitude complète, on va essayer de construire de nouveau 5 reps, ça serait idéal. Une fois qu'on a nos 5 reps, là vous avez quasiment la force suffisante, soit vous attaquez le mur, soit vous n'êtes même pas obligé d'attaquer le mur si votre handstand tient déjà en fait. Vous pouvez déjà attaquer le handstand en négatif par exemple, ça va dépendre un peu en fait. Chaque personne aura son exercice un peu plus utile ou utilisable que d'autres, et parfois il faudra aussi les varier avec le temps. Parfois vous allez utiliser la pike push-up en amplitude complète pour devenir fort, vous allez faire du volume avec celle au sol, vous allez travailler votre technique avec celle au mur et développer votre force grâce à la pike push-up en amplitude complète, ou vous n'allez pas faire de ça et vous allez faire que du développement militaire et tenir votre handstand. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse, ça va être très, très variant. Mais voilà, dans le schéma classique, une fois qu'on a les box pike push-ups, qu'on n'a pas encore son handstand et qu'on veut évoluer, on va aller se diriger vers celle au mur. Et donc là, de nouveau, soit on attaque la ventre ou la dos. Voilà, il ne faut pas hésiter, c'est qu'une fois que vous avez bien maîtrisé votre progression, vous faites des petits tests dans vos semaines de deload. Vous testez votre HSPU dos, ventre au mur. Vous lui dites, ok, tiens, celle-là, elle est carrée maintenant, je peux l'utiliser. Je me sens bien dessus. Et voilà, let's go, on l'implémente dans le cycle. On regarde l'évolution et on évalue la progression. Évaluer, adapter et réussir. Donc on attaque les progressions dos, ventre, mur. En général, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de reps sur celle-là, sauf si vous allez l'utiliser comme accessoire par la suite. Et donc on peut attaquer, donc souvent 2-3 reps ça suffiront pour vous dire d'être prêt aussi. De nouveau, si vous arrivez à faire 3 handstand push-ups ventre au mur ou 3 back to wall bien strict, vous êtes assez fort pour faire la remontée de la HSPU en libre. Maintenant ça va être la question de tenir l'équilibre ou non. Autre chose aussi pour faire la transition entre les pike push-ups
en 1 et 5 reps ou les pike push-ups. Et pour progresser encore plus loin sur la pike push-ups en amplitude complète, ça va être de se lester. Donc soit en mettant la ceinture de lest, il faut pas avoir peur, hein, les poids vont pas tomber sur la figure. Euh, et, euh, et ça va être très facilement scalable, hein. Il ne faut pas hésiter à commencer avec 1,25 kg. Ça va pouvoir aussi parfois vous faire passer le gap entre la pike push-up en amplitude complète et celle des progressions au mur. Et la pike push-up en amplitude complète sera vraiment intéressante parce que voilà, c'est l'amplitude complète, donc on développe la force sur plus d'amplitude, on développe éventuellement plus de masse. Tandis qu'au mur, voilà, ça va être un peu limité, sauf si vous passez aussi par amplitude complète après, mais voilà, l'intensité est quand même très, très élevée aussi, ça va dépendre des gens. Et, euh, et voilà, et puis l'amplitude complète pourra aussi se travailler grâce à du développé militaire, par exemple. Nous, je fais beaucoup de parenthèses là-dessus. Et puis voilà, l'idée, c'est une fois que vous avez un handstand assez constant, que vous avez au moins 3 essais sur 6, et que vous êtes assez fort, soit grâce au mur ou au pike, etc., vous allez pouvoir attaquer les handstand push-ups négatives. Au niveau des handstand push-ups négatives, on va essayer de viser à atteindre 4 à 6 secondes de descente au moins. Et souvent, on va utiliser quasiment que ça. On va utiliser que la handstand push-up négative, on va construire sa force à l'aide d'autres choses. Et on va essayer aussi de se fixer un nombre de tentatives. On va se dire, ok, je vais me faire 4 séries une descente de 4 secondes et je vais me laisser 8 tentatives pour avoir une sur deux. Donc on kick up, on rate, voilà, ça fait un échec. On kick up, on hold, on descend. Après, ça dépend un peu à vous de voir si vous comptez les kick-up ratés dedans ou si vous comptez plutôt la descente ratée dans les kick-up. Ça va dépendre un peu de l'approche, du temps que vous avez et de votre constance. Donc là, vous faites votre kick-up, vous contrôlez la descente, hop, c'est réussi. Soit vous faites une pause en bas, soit non. Et ensuite, voilà, il faut réussir le mouvement. Puis parfois, on peut se fixer d'autres progressions comme du YAD, hold. Donc c'est la progression, c'est la position basse de la HSPU. Donc vous pouvez soit de la tenir en isométrie, soit essayer de faire celle-là à la concentrique, par exemple. Ça pourrait être aussi une progression à utiliser. Et après, si vous avez une bonne descente en général, si on tient bien les 6 secondes de descente, la pause en bas, et on a souvent la force pour pouvoir remonter. Et une fois qu'on a la force pour remonter, voilà, on peut faire de l'essai-erreur. Même principe que pour les descentes, hein, quand on fera sa HSPU en libre, on peut se laisser 8 tentatives et 2 séries de 1 par exemple, on essaie d'en réussir que 2. Toujours se laisser des progressions en back-off, on va dire, et réussir ces singles. Et voilà, donc on reste toujours dans la fourchette basse, hein, c'est toujours un exercice technique, pas mal de séries et de reps, ça dépend aussi du focus qu'on a dans sa programme pour augmenter le volume dessus ou non. Et ensuite on a réussi sa HSPU en libre, et ensuite on peut répéter le même processus sur les amplitudes complètes, hein. Donc on attaque son handstand sur barre, on réussit ses handstands sur barre, on fait ses descentes en négative sur barre, et puis on fait ses tentatives sur barre, quoi, en amplitude complète, en respectant un peu les points. Donc voilà un peu pour la méthodologie, la progression pour cela. Au niveau des exercices d'assistance, voilà, tout ce qui va construire du delto, c'est de la poussée verticale est bénéfique, que ce soit du développé. L'idée vraiment pour les exercices d'assistance, c'est de faire un exercice qui est confortable en fait et qui est pertinent sur le mouvement. Voilà, on dit souvent le développé militaire, mais le développé militaire, c'est souvent un exercice qui est peut-être un peu moins confortable que d'autres, qui génère peut-être un peu de fatigue axiale et qui peut générer des douleurs. Donc si à partir du moment où l'exercice génère des douleurs ou quoi, il faut l'éviter. Maintenant, c'est un exercice qu'on est confortable dessus, qu'on aime bien et qu'on préfère limite que la HSPU, let's go, quoi, là, on peut y aller. Donc ça va dépendre un peu des personnes. Après, on peut très bien opter sur des variantes assises, par exemple, qui vont demander un peu moins de technique, on va dire, et qui vont peut-être générer moins de douleur, peut-être un peu plus de stabilité. Par exemple, du zip press, c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça va dépendre un peu de vous, de votre objectif là-dessus.
Et voilà, si vous avez des exercices que vous travaillez, on va dire, les progressions spécifiques de la HSPU, vous allez les travailler en moins de 5 reps, on va dire, et les exercices de force, d'hypertrophie, peut-être en plus que 5 reps, et puis quand ils seront plus en termes de force, ben, en moins de 5 reps éventuellement, et vous allez scaler à partir de là. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de bon outil, peut-être parfois aussi le développer, peut-être l'unilatéral est peut-être un peu moins spécifique, on va dire, le développer assis, parfois un peu moins spécifique aussi en termes de mobilité d'épaule si vous êtes un peu incliné, donc ça va dépendre un peu de l'inclinaison du banc. Maintenant, s'il est parfaitement en degré 90 et que vous êtes à 90, c'est pas mal. Parfois le développé militaire aux haltères peut être intéressant aussi pour la stabilité que ça demande, même si parfois ça nous fait perdre un peu de force, et la mobilité aussi que ça demande, parce que parfois ça demande un peu plus de mobilité, ça va dépendre aussi de vous. Et c'est aussi une manière de la construire, donc c'est ça qui est intéressant aussi avec certains exercices. Et donc voilà, finalement, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais exercices accessoires. Je pense qu'il faut toujours garder une certaine partie spécifique, hein, que ce soit dans les handstands ou... Parce que vous pourriez très bien développer votre handstand juste en tenant du handstand, développer votre force juste en faisant du développé militaire, et puis boum, vous essayez le HSPU en essai-erreur et ça pourrait marcher. À l'inverse, vous pourriez faire que du handstand et ça ne marcherait pas, ou que du développé militaire, enfin voilà, ou même que du développé militaire et ça pourrait marcher aussi. Même voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de routes possibles. Mais voilà, idéalement, c'est bien, je pense, de garder un exercice technique, que ce soit la pike push-up en technique, et puis vous développez votre force en développé militaire, et ensuite vous attaquez peut-être la HSPU ventre au mur, dos au mur en technique, et vous développez votre force toujours avec une variante de développé militaire. Puis la négative, vous développez votre force éventuellement, là où vous dites j'ai fait assez de militaire, ben, je vais passer peut-être à autre chose, et ensuite et ainsi de suite. Et aussi le développé militaire, ça va vous donner quand même une bonne indication de ok, est-ce que je suis vraiment fort, parce que si par exemple vous pesez 60 kg mais que vous avez un développé militaire à 30 kg, il y a quand même peu de chances que vous ayez la HSPU, c'est 50% de votre poids de corps. En général, voilà, un bon standard, ça serait peut-être d'arriver presque à son poids de corps en développé militaire, pour se dire ok, même si en HSPU, en handstand push-ups, on va pas porter, on va dire, ses bras, ses avant-bras, et donc on est un peu moins lourd. Donc finalement, ce serait souvent qu'on arrive à faire une développé militaire avec son poids de corps et qu'on est assez fort, et qu'on est assez bon techniquement en HSPU, on va savoir faire plus de reps en HSPU que de développé militaire avec son poids de corps. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai plus fait de développé militaire, mais je sais que j'avais mon poids de corps en RM, et j'en faisais qu'une, je pense, et en HSPU, j'étais capable d'en faire 5. Donc, pour vous dire. Alors, ils étaient peut-être pas méga stricts, on va dire peut-être en strict, j'étais capable d'en faire 3. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas parce que j'avais qu'une rep au poids de corps que je ne savais pas en faire. Et à l'inverse, parfois ça peut être encore plus bas, donc ça va dépendre aussi beaucoup des personnes. Mais il y a des personnes qui vont savoir faire 10 HSPU alors qu'ils n'ont pas encore leur développé au poids de corps, ils n'ont même pas un développé à 3/4 de leur poids de corps. Mais ça sera quand même un bon indicateur pour vous dire ok, est-ce que je suis assez fort. Et donc voilà, ça sera peut-être un peu pertinent aussi de se dire ok, j'ai envie d'atteindre tel standard avant de me lancer vraiment corps et âme dans le mouvement. Mais c'est quelque chose par contre qui demande beaucoup de temps à construire, que ce soit la force en HSPU sur les progressions que j'ai citées, parfois voilà, quand les sites c'est facile comme ça, mais ça peut demander beaucoup de temps, et que ce soit aussi en développé militaire, de passer de 75% de son poids de corps à son poids de corps, ça peut être très 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 long aussi. Mais c'est une bonne chose. Et par exemple, un truc qui serait chouette à atteindre, c'est d'avoir 5 reps à son poids du corps, et là vous êtes déjà un monstre, et vous n'aurez pas trop de difficultés à l'apprendre, on va dire. C'est pour ça qu'avoir des bonnes barres, ça peut être intéressant. Voici pour les exemples d'exercices d'assistance. Maintenant qu'on a vu tout ça, un peu les détails, après parfois même des exercices de poussée horizontale, ne faut pas non plus les négliger, construire du pec, des triceps en spécifique, ça peut être intéressant, des triceps extension, en portion longue, etc. Ça peut être plus intéressant, parce que c'est parfois un peu ce qui va manquer dans la handstand push-ups. Donc il ne faudra pas hésiter à en faire.
Au niveau des exemples de programmation, ben voilà, c'est comme pour tout. En général, on va commencer un peu du volume bas et voir un peu ce qui fonctionne. Donc voilà, l'idée c'est de la pratiquer au moins 2 fois par semaine, les mouvements de poussée verticale, de progression, vos progressions de HSPU. Et ce qui est bien avec le handstand, c'est qu'on peut le pratiquer quasiment tous les jours aussi. Donc par exemple, on pourrait avoir 4 jours semaine d'apprentissage du handstand, et dans ces 4 jours, bon, on pourra avoir enfin plus tard dans la séance 2 progressions de HSPU, que ce soit en pike push-ups, en vente au mur, etc. Et puis voilà, et puis il y aura les essais-erreurs qui vont rentrer dedans. Et vu que c'est un mouvement de push, ben voilà, vous allez pouvoir le caler un peu comme vous voulez. Donc par exemple, si vous travaillez plus les épaules un jour, ben, vous allez privilégier ce jour-là pour faire vos HSPU. Et puis il faudra voir aussi comment vous allez les planifier en fonction des planches et des fronts, enfin des planches plutôt, et d'autres objectifs que vous auriez. Mais souvent, voilà, si on va prendre 2 exemples, une personne A qui a son objectif de handstand push-ups sans planche. Ok, on va dire jour 1, elle va prendre le handstand, soit avec des scissor shifts, on va dire. Elle va travailler ses épaules, donc elle va faire des progressions spécifiques de pike push-ups. Elle va faire peut-être, on va dire qu'elle commence à peut-être maîtriser la pike push-up en amplitude complète. Elle va faire 4 séries de 1 ou 2 reps avec 2 secondes de pause en bas. Ça va être aussi important parfois d'implémenter des pauses. Et donc voilà, là, elle apprend son handstand, elle travaille sa force spécifique, et après elle pourra faire pour l'hypertrophie, on va dire 3 séries de 6 à 10 reps avec 2 répétitions en réserve de développé militaire assis. Donc ça fait beaucoup de volume vertical, mais c'est intéressant. Et vu qu'elle va pas travailler la planche, et comme ça, elle a son jour 1, et ensuite elle va peut-être faire son tirage, traction, son front lever dans la même séance. Le jour 2, elle pourrait se dire qu'elle fait un peu plus les pecs, mais qu'elle va faire toujours une progression de handstand pour apprendre l'équilibre. Peut-être que si elle a fait du scissor shift la veille, elle va peut-être faire des kick-ups ce jour 2. Même si elle a un peu de fatigue, elle va le faire sous fatigue, c'est pas très fatigant en handstand, donc elle va pouvoir quand même l'apprendre. Le jour 3, elle peut répéter la même chose que le jour 1, donc elle va faire son handstand scissor shift par exemple, elle va faire ou un handstand wall shrug, voilà, parfois ça dépend un peu du point clé à améliorer en handstand. Elle va attaquer sa progression spécifique de HSPU, donc elle a fait des pike push-ups en amplitude complète en pause en bas. Elle peut faire la même chose, ou alors elle peut onduler, soit elle fait un jour plus volume ou un peu plus intense, soit là elle ferait des HSPU ventre ou dos au mur, 4 séries de 1 par exemple, ou alors elle ferait en volume, elle ferait 4 séries de 3 à 5 en amplitude complète sans pause éventuellement si elle est assez forte. Et en spécifique, voilà, soit elle refait le même exercice du développé militaire assis, ou alors autre chose, des élévations frontales même pour développer du deltoïde antérieur. Parfois c'est suffisant de faire qu'une fois du développé militaire par semaine, on va dire. Tant que vous progressez sur le mouvement, il n'y a pas besoin spécialement d'en faire plus. Même si finalement c'est un mouvement qu'on peut quand même faire beaucoup. Avec l'expérience, je trouve que c'est un mouvement, la poussée verticale, qu'on peut faire assez avec pas mal de volume, l'air de rien. Le delto, il peut quand même tanker beaucoup de choses. Est-ce que c'est un gros muscle, est-ce que c'est un petit muscle? Ça c'est le débat. Donc visuellement c'est un petit muscle, mais il est replié en pas mal de faisceaux, etc. Je pense que ça a été quand même calculé comme étant un gros muscle. Et donc est-ce qu'on peut le travailler plus ou non? Finalement, je pense qu'on peut quand même travailler plus son deltoïde antérieur que son dorsal. Alors que même si le dorsal est un gros muscle, mais peut-être que si on déplie, on va dire, le deltoïde antérieur, il pourrait être plus grand. Je pense qu'il y avait des petits schémas là-dessus, mais voilà, c'est toujours très spéculatif, et je pense à la récupération d'un groupe musculaire est toujours dur à établir, mais je pense qu'on peut se baser là-dessus. Ensuite, au niveau du split, ben voilà, vous avez ces jours-là. Maintenant, admettons, et voilà, les jours secondes, vous allez peut-être travailler d'autres muscles de poussée, peut-être plus les pecs et le triceps le jour 2 ou le jour 4 éventuellement, et les jours 1 et jour 3, vous allez faire ça. Éventuellement, si vous êtes sur 3 jours hauts par semaine, vous allez peut-être faire 2 séances handstand. Voilà, vous allez développer votre force, et peut-être un jour où vous allez faire de l'essai-erreur. Donc à partir du moment où vous faites de l'essai-erreur, vous allez vous laisser peut-être 4 séries de 1 avec 8 tentatives. Vous allez noter un peu vos réussites et vos échecs
sur votre séance. Et vous allez pouvoir l'implémenter peut-être dans un jour technique éventuellement dans un premier temps et puis dans votre jour force quoi. Donc ça c'est pour les progressions. Excusez-moi, je perds un peu le fil. Voilà, exemple de programmation. Et maintenant si vous bossez la planche, souvent la planche sera peut-être à placer avant. Donc souvent ça sera peut-être dans la première séance. Et éventuellement vous allez tout simplement mettre le travail d'épaule dans la deuxième. Comme ça vous êtes frais sur votre planche. Elles vont pas trop vous fatiguer le jour 1. Et le jour 2, vous allez travailler plus vos HSPU. Et éventuellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est parfois faire la planche et développer sa force dans la même séance. Comme ça, vous dites, ok, je focus sur mon épaule, je fais planche, puis développer militaire. Et dans ma deuxième séance, je vais faire mes HSPU en technique. Ça sera vous allez peut-être avoir un peu plus de fatigue, mais vu que les deltoïdes récupèrent en général assez bien, c'est un truc qui va souvent marcher. Donc c'est le jour 1 où vous faites 4 séries de 6 secondes en toque planche, peut-être 4 séries de 6 en développé militaire. Et jour 2, vous allez faire 4 séries de 1 tentatives handstand push-ups descend négatives. Et jour 3, vous allez répéter un peu le jour 1. Et jour 4, vous allez refaire aussi des tentatives. Alors vous allez dire je vais faire 4 séries de 1 à 3 descentes, HSPU dos, ventre au mur. Bon, voilà, c'est assez brouillon comme explication en termes de routine, mais je pense que ça vous donne quand même 2-3 exemples. Ça, c'est souvent je me base souvent sur des 4 séances semaine avec 4 séances push par exemple, mais ça pourrait être complètement différent aussi. Donc, il suffit juste de matcher un petit peu le volume et partir en termes de progression. Souvent, vous allez vous dire, ok, je vais faire 8 séries de handstand push-ups par semaine, peut-être 3 séries de deltoïdes antérieurs, et voilà, vous avez quand même un certain volume dedans. Et sur les séries de deltoïdes antérieurs, vous allez être dans beaucoup de reps, sur les séries de HSPU un tel. Dans la série de deltoïdes antérieurs, vous allez faire peut-être de la force aussi, donc peut-être 3 spécifiques avec des élévations frontales et peut-être 6 ou 8 en développement militaire par exemple. Ce qui va vous amener à presque 20 séries par semaine de delta antérieur, et là vous êtes quand même très bien. Il faudrait pas aller au début, partez toujours peut-être à 10 séries par semaine et vous allez monter petit à petit. Voilà pour les mouvements. Après, passer une grosse intensité, quand vous allez apprendre en amplitude complète, il faudra refaire la transition. Mais là, vous allez pouvoir aussi utiliser chaque fois aussi des tampons. Donc, par exemple, admettons que vous maîtrisez bien vos handstand push-ups en négatif, vous avez du mal à réussir les en libre. Vous allez peut-être faire 2 séries de 1 en libre et vous allez faire 2 descentes de 6 secondes en négatif. Et peut-être que dans les 2 x 1, vous allez peut-être en réussir qu'une sur votre séance parce que vous avez laissé 5 tentatives et vous allez avoir votre tampon. Ou même chose, vous avez du mal à réussir vos HSPU négatives, vous allez peut-être faire 2 x 1 en négative avec 5 essais, vous allez toutes les rater éventuellement, et vous allez faire 5 séries dos ventre mur. Et puis vous voyez un peu l'évolution pendant votre programme, votre mésocycle, et vous évaluez à partir de là. Ou même chose aussi, vous faites du ventre au mur, parfois vous ratez parce que vous êtes grillé, vous avez vos pike push-ups en back-off, vous avez vos pike push-ups en back-off et vous avez votre haute intensité, votre challenge là-dessus. Et en amplitude complète, ça va être la même chose, parfois vous allez attaquer la HSPU en négative en amplitude complète, 2 séries de 1 descente en amplitude complète et 2 séries de 1 en libre juste après. Donc ça va dépendre de nouveau de beaucoup de choses. Au niveau de la programmation, je pense qu'on a fait assez le tour de ça. J'espère que c'était quand même assez clair là-dessus. Ensuite, je vais vous parler un peu de mon histoire pour vous montrer un peu comment ça se passe chez quelqu'un qui l'a, on va dire, naturellement, et comment est-ce que j'ai réussi à les corriger et à les avoir de manière plus constante, plus stricte. Moi, la HSPU, c'est un mouvement qui est venu assez naturellement, mais le handstand, vraiment pas. Donc le handstand, je crois que je suis un des pires qui a dû l'apprendre sur Terre. Non, après, ça va. Mais j'avais un énorme manque de mobilité, je savais pas c'était quoi un handstand correct, et je savais pas c'était quoi la mobilité.
Et je m'entraînais comme un bourrin quand j'ai commencé. Et donc, dès que j'avais un peu de force, je crois que même pas après un an, je faisais déjà des grosses bananas à HSPU. Donc, je faisais déjà mon handstand bras pliés à la base. Donc, je kick-upais en handstand en ayant les bras un peu pliés. Et donc là, je commençais à faire des HSPU avec les coudes vers l'extérieur. Et je crois que je suivais pas du tout de programmation, donc c'était vraiment très anarchique, hein, ça allait. Voilà, je kick up, hop, on essaie de faire 2-3 reps, et puis on passe à un autre exercice, des dips, et puis on retourne, et voilà, etc. Donc là, ça a été un peu complexe. Après, à un moment, euh, je pense que j'avais commencé à m'intéresser à la programmation un peu mieux. Et un peu moins handstand. Donc je crois que je commençais à tenir mes handstand un peu mieux, mais ils étaient toujours très bananes. Et donc je faisais des HSPU en amplitude, en amplitude partielle, en ayant le nez au sol ou pas, parce que je standardisais pas du tout mes reps. Et là je commençais quand même à réussir, on va dire, des bananes HSPU de manière régulière. Parfois je faisais des max reps, j'arrivais à en faire 2-3 et c'était hyper inconstant. Je pense que là je devais avoir une réussite sur 10 pendant très très longtemps. Et je les mettais dans des séances comme ça, de manière très anarchique. Et à un moment, je m'intéressais un peu à la progra et aux super séries. Donc je me rappelle, je faisais pas mal de séries de traction et de HSPU. Et parfois, je les bossais aussi sur barre parallèle, sans trop me concentrer sur l'alignement handstand. Et ça passait quand même bien. Donc c'était très aléatoire, hein. C'était par période, j'avais une bonne assurance. Par période, j'en faisais. Parfois, je me disais, ok, je vais quand même faire 8 séries de 3 tractions lestées et 3 HSPU. Je les mettais souvent en super série, j'étais vraiment fan de ce combo-là. Et voilà, finalement, j'ai développé ma force, c'est venu naturellement, mais c'était pas très clean et jamais très strict. Euh, donc est-ce que finalement, j'étais pas en train de biaiser de plus en plus, mais je pense que je construisais quand même un peu de force. Donc la poussée verticale, elle est venue quand même naturellement chez moi, j'ai jamais dû vraiment construire ma force à l'aide de développer militaire ou quoi. J'ai déjà eu, on va dire, cette force qui est venue plus grâce aux basiques, quoi, grâce aux dips, aux pompes, aux certaines reps, on va dire. Et le développé militaire est venu assez facilement, on va dire. Enfin, je l'ai pas du tout implémenté de développé militaire ou vertical pendant mes 5 ou 6 premières années de calisthénie, quoi. Euh, et donc quand est-ce que j'ai commencé à cleaner, voilà. Après voilà, j'ai eu conscience que mon handstand était des nuls et donc je me concentrais beaucoup plus sur le handstand que la HSPU en elle-même. Je développais toujours ma force, peut-être avec des HSPU, je ne sais plus comment. Mais je travaillais vraiment beaucoup plus sur mon handstand qui manquait énormément de mobilité et tout. J'ai travaillé pendant des années sur mon handstand pour essayer de corriger la mobilité en faisant 2 séances par jour, etc. Ça a mis beaucoup de temps et finalement j'ai jamais vraiment réussi à corriger cette mobilité. Mais j'ai quand même su développer, on va dire, la HSPU. Et je pense que j'avais toujours eu des HSPU très peu clean, on va dire, jusqu'à ce que j'ai fait le programme avec Little Beastem. Et avec lui, vu que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de feeling là-dedans, d'ailleurs c'est un gars qui, lui, est né pour faire ce mouvement-là. Je pense qu'il a un record du monde en degré push-ups avec son poids de corps. Je crois qu'il en a rentré 12 avec 100 kg de poids de corps ou 90 à ce moment-là, mais c'était je pense que c'était le world record, même si c'est dur à standardiser aussi. Voilà, pour vous dire que parfois ça vient très naturellement chez certaines personnes. Après, j'ai l'impression que sa génétique lui permettait, on va dire, de caler ses coudes sur ses dorsaux pendant qu'il était en handstand push-ups, et ça devait pas mal aider. Donc ça, c'est une petite parenthèse là-dessus, et c'est pour vous montrer que ça peut venir naturellement. Et à l'inverse, il y a des personnes, ne fût-ce que réussir la première box pike push-ups, on va voir que ça va déjà trembler et que ça va être très dur, alors que c'est des gars qui ont quand même beaucoup de force, hein, en termes de pompe ou de développer ou de dips lestés ou quoi. Donc c'est pour ça que ça dépend beaucoup de gens. Finalement, j'ai vraiment le nez qui s'encombre là. Donc un peu plus dur à parler. Finalement, donc c'est quand j'ai commencé à travailler avec lui qu'on augmentait un petit peu plus l'assurance, mais on faisait encore du bi-quotidien, on améliorait encore pas mal le handstand, on bossait sur le handstand press, sur la planche, finalement sur beaucoup d'objectifs en même temps, comme j'ai toujours fait, on va dire.
Et c'est vrai que quand je commençais beaucoup à travailler ma planche, parfois j'avais des super bons transferts de la planche vers la HSPU. L'inverse, pas forcément. Mais ça dépend un peu des personnes. Mais souvent, c'est quand même deux métriques qui vont de pair. Donc, en général, dans votre programmation, si votre HSPU s'améliore, ben, c'est quand même bon signe pour votre planche. Et à l'inverse, ben, parce que parfois, c'est juste que vous prenez simplement des épaules. Et, euh, et que voilà. Donc, c'est quand même intéressant de garder les deux en parallèle aussi. Avec le temps aussi, c'est une parenthèse que je vais faire maintenant, c'est un exercice qui se maintient assez facilement, quoi. Si vous l'avez eu, ça revient plus facilement, je trouve, que, parce que c'est moins technique finalement à un moment, à partir d'un certain moment, que, que de la planche, quoi. Il faudra juste de tenir l'équilibre et puis c'est au niveau de la poussée, quoi. C'est moins spécifique la poussée verticale qu'avoir des bras tendus, par exemple. Euh, et donc ça se perd parfois un peu moins et ça se regagne assez vite. Maintenant, dès qu'on a un défaut, ça met beaucoup de temps à corriger. Donc avec Little Big Stem, ça a été pas mal. Et puis parfois j'ai eu des gros défauts de flexion de hanche ou de banane. Avant Little Big Stem, c'était plus de banane. Et après lui, c'était clean, mais il y avait toujours un peu de flexion de hanche par-ci par-là. Et mauvaise activation du handstand aussi. Et ça a mis beaucoup de temps à corriger. Et puis encore une fois, comme je vous ai dit, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Stenix que j'ai commencé à appliquer la méthodologie dont je viens de vous parler. Et c'est là en faisant que des négatives que j'ai réussi à cleaner le mouvement. Donc voilà, mais après, ouais, je tenais déjà l'équilibre, j'avais déjà des HSPU, mais donc sans faire de HSPU, en mettant que des négatives, en faisant 6 secondes de descente, 2 secondes de pause, en développant ma force un peu plus en militaire. Et en fait, en négatif, ça m'a permis de cleaner mon handstand. En fait, je faisais plus de mobilité, mais en ayant juste les bonnes directions, les bonnes cues. D'ailleurs, je vous invite à écouter une des dernières vidéos que je vais faire sur ma chaîne 02 Workout où je vais parler de cues. En ayant les bonnes cues, ça m'a permis de corriger mon alignement handstand, donc mes activations. Donc, je me suis concentré à fond sur serrer les abdos et les fesses, par exemple. Et le négatif s'améliorait bien, et ensuite la HSPU est bien venue. Et une fois que la HSPU est revenue, on a attaqué assez rapidement l'amplitude complète avec des descentes en pause par exemple, et voilà quoi. Après, d'expérience avec mes clients, c'est un mouvement que j'arrive souvent à leur faire bosser, même s'ils sont un peu moins doués pour ça, et à atteindre, je veux dire. Et après, parfois, il faudra être un peu plus laxiste sur la forme pour certaines progressions. Euh, à partir du moment où on attaque les tentatives, tout le monde ne réussira pas une HSPU stricte du premier coup. Parfois, il faudra se dire, ok, voilà, elle n'est pas hyper stricte, mais c'est ok, tant que les progressions qu'on utilise à côté le sont, et que la force se développe en parallèle. Et parfois, il faut être très patient, ça demande du temps, mais c'est quand même un exercice qui va venir quand même avec le temps, même quand c'est moins naturel. Donc voilà, je vous ai partagé un peu mon expérience comme ça, mais je pense que voilà, moi c'est quelque chose que j'avais naturellement. Après peut-être 6 mois, 1 an, je les avais, mais très, très dégueulasse. Et seulement après 5-6 ans que je savais comment les faire. Et puis même en sachant comment les faire, il y avait toujours des petits défauts. Et c'est seulement en se faisant coacher ça dépend des gens, que j'ai appris en tout cas, de mon côté, à être un peu plus strict. Bon, voilà, c'était tout pour le podcast. Donc, on a parlé de techniques sur la handstand push-ups. On va sans doute aborder d'autres topics, d'autres mouvements plus spécifiquement. Et j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. L'épisode 50 après sur la chaîne. J'espère que l'audio était mieux. Donc, je le saurai en revisionnant tout ça. Et donc on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker si vous avez besoin d'aide pour atteindre votre première HSPU. N'hésitez pas à me contacter via mes réseaux et mes liens. Vous aurez toutes les informations pour cela. C'était 02 Workout. Passez une bonne semaine, de bonnes fêtes.